Et tout d'abord, je souhaite remercier à Patrice et aux organisateurs de m'avoir invité à participer à ce colloque que je trouve extrêmement intéressant et éducatif pour moi. Je viens d'un autre monde, je suis à l'université et je vois maintenant tout le rôle de ces déclarations dont on célèbre les 15 années. Je suis aussi fière de dire que je peux célébrer les 13 ans du mandat sur les droits culturels. C'est déjà pas mal, et de vous dire un tout petit peu ce qu'on avait fait dans ce domaine. Donc, je suis Dragana Kordian, je travaille pour le Bureau des droits de l'homme à Genève. Je travaille pour les procédures spéciales, et les procédures spéciales sont un des mécanismes du Conseil des droits de l'homme. Et je pense que aussi j'ai juste avec moi le directeur des organes de traité, Ibrahim Salama, qui sera aussi avec nous pour présenter le travail certainement sur les organes de traité. Donc, comme j'ai dit, il y a 13 ans, le mandat sur les droits culturels a été établi. C'était une résolution en 2009, et la première rapporteuse qui était nommée, c'était Farida Shahid. Comme elle est la première, c'était à elle vraiment de décrire le contenu de ce mandat, de le définir. Et quand vous lisez ce qui était écrit au départ, vous voyez vraiment comment son travail est basé vraiment sur la déclaration de Fribourg. Et pour ça, je dois toujours remercier Patrice pour ses conseils qui étaient toujours pertinents et toujours discrets, pour vraiment nous guider de quoi est-ce qu'on va parler. C'est jamais facile de découvrir et de commencer de zéro. Vous savez, les mandats des procédures spéciales existent, certains depuis 20 ans ou 30 ans, mais ceux qui étaient récemment établis, comme celui, par exemple, le droit à la santé, ça a pris le temps aux rapporteurs de voir ce que c'est et de commencer de travailler dessus. Donc, aux Nations Unies, les droits culturels protègent les droits de chacun individuellement et collectivement, ainsi que les droits des groupes de personnes de développer et d'exprimer leur humanité, leur vision de monde et la signification qu'ils donnent à leur existence, à leur épanouissement par l'intermédiaire, entre autres, de valeurs, de croyances, convictions, de langues, des connaissances, de l'expression artistique, des institutions et de modes de vie. Vous savez, comme toutes les définitions aux Nations Unies, c'est long. Il y a 7 lignes. Ces droits aussi protègent l'accès aux ressources culturelles et au patrimoine, et qui rendent possible les processus d'identification et de développement. Voilà, on voit la parenté de la déclaration de Fribourg. Alors, comme j'ai dit, je travaille dans les procédures spéciales et j'ai vraiment eu la chance d'avoir ce mandat dans mon équipe. Donc, je travaille sur ce mandat depuis son établissement avec vraiment les experts comme Hélène Bidot et Jean Bouchard qui sont juste ici, nous sommes, dirais-je, les dinosaures de ce thème. On est là, le mandat reste, et puis c'est aussi un privilège de suivre un développement d'aussi près et d'y vraiment participer, parce qu'on essaye de participer, de donner notre touche là quand c'est possible, parce que vous savez, les rapporteurs spéciaux, et demain je pense que l'atelier, nous aurons la nouvelle rapporteuse Alexandra Xantaki qui a été nommée juste au mois de mars, participer et aussi vous donner sa vision, parce que les mandats sont pendant 6 ans, chaque rapporteur spécial a un mandat de 6 ans. Là, on est à la 3e, la première Farida Shahid, la 2e c'était Karima Benoun, et ben voilà, maintenant on a Alexandra Xantaki, et puis elle va venir vous parler. Donc, ce que je voulais dire, c'est dans l'unité, dans la section où je travaille, j'ai 8 mandats qui sont assez différents. C'est-à-dire, je rassemble les mandats qui travaillent soit sur les droits dits civils ou politiques et économiques et sociaux. On a les mandats comme la transition justice transitionnelle, je m'excuse,
le droit à la santé, la liberté d'expression ou les défenseurs des droits de l'homme. Donc, quand on travaille, on essaie vraiment de faire les liens et de les faire travailler ensemble autant que possible. Par exemple, ce que je pourrais prendre comme un exemple, c'est la question, par exemple, du droit d'accès au patrimoine. Donc, ce qui était intéressant de voir, c'était comment on pourrait vraiment adresser un sujet qui est l'enseignement de l'histoire de la perspective des droits culturels. Donc, ce qu'on essaie aussi de faire, c'est vraiment de faire travailler les rapporteurs spéciaux ensemble, trouver des thèmes comme l'éducation et voir la perspective des droits culturels sur le droit à l'éducation. Après avoir ces deux rapports, le rapporteur sur la justice transitionnelle a continué et a commencé à appliquer ce qui a été dit déjà pendant ses missions aux différents pays, parce que les rapporteurs, à part d'écrire des rapports au Conseil des droits de l'homme ou à l'Assemblée générale, aussi ils vont visiter des pays. Notre défi est toujours de voir comment est-ce qu'on peut peut-être soit vérifier si les recommandations contenues dans les rapports thématiques peuvent être mises en œuvre quelque part. Est-ce qu'ils sont applicables ou est-ce que c'est juste des mots sur le papier? Ou essayer d'apprendre suite au pays qu'on visite, ce qu'on pourrait adresser dans les rapports thématiques. Donc, il y a toujours, on essaye de faire en sorte qu'on a ça serait trop de dire une approche compréhensive, c'est presque impossible, mais au maximum d'essayer de faire une approche assez générale, enfin, générale et particulière sur certaines questions. Donc on dit, voilà, ce sont les rapports, ce sont les missions, et peut-être vous direz, et les résolutions, mais qu'est-ce qu'il y a du concret? Du concret, de temps en temps, on reçoit des bonnes nouvelles que certaines lois ont été changées, que les droits humains ont été vraiment mis en œuvre, parce que souvent, les lois sont bonnes, jolies, tout est en ordre et tout est carré, mais l'application est toujours, dans la majorité des cas, assez problématique. On essaie aussi dans ce domaine, surtout dans le domaine des droits culturels et sur l'éducation, de travailler avec les autres organisations des Nations Unies, comme UNESCO. Donc on a une coopération assez étroite avec eux sur certains thèmes, comme par exemple la liberté d'expression et sur l'éducation. Donc aussi ici, on avait fait une sorte de coopération. Ce n'est pas une sorte de coopération, c'est une coopération, parce que par exemple, la rapporteuse Farida Shakid a fait un rapport sur les libertés artistiques. Et il y a en 2009 ou 2010, je ne me rappelle pas exactement, mais il y a seulement 2 ans, avant de partir, le précédent rapporteur sur liberté d'expression, David Kay, a aussi fait un rapport sur liberté artistique, mais du point de vue de la liberté d'expression. Donc, ce sont les rapports qu'on doit lire ensemble. On a un sujet, on a un thème, mais les réflexions et l'analyse est faite de droits différents. Voilà, je pense que je vais m'arrêter là. Je voulais juste dire que, voilà, les liens d'indépendance entre les droits culturels et les autres droits humains sont très forts et je pense aussi très visibles. On essaie de rechercher la dimension culturelle des droits humains qui nous permettra certainement d'avoir une approche beaucoup plus substantielle des droits, de comprendre comment articuler et lier l'universalité et diversité culturelle. Et puis je reste ici, j'espère qu'on aura des questions et qu'on pourra discuter et pas seulement parler. Voilà. Merci. Merci beaucoup.